Bonsoir à tous, ravi de vous voir si nombreux pour la deuxième séance du cycle de philosophie de la biologie. Heidegger prétendait que la science ne pense pas. Alors Heidegger s'est souvent trompé et on va encore le voir aujourd'hui avec notre conférencier du jour qui est biologiste. René Redzoasi est professeur à l'Université catholique de Louvain. Il enseigne l'embryologie, la génétique, l'évolution. Il étudie les gènes, et particulièrement les gènes qu'on qualifie de gènes architectes qui interviennent dans le développement embryonnaire. Il est également porté un regard plus réflexif sur la biologie, d'où son invitation ici. Et dans ce cadre, il a contribué à différents ouvrages qui combinent l'embryologie, la génétique, l'évolution, et régulièrement avec un regard réflexif et philosophique. Je lui cède immédiatement la parole en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça marche la sono? C'est pas trop fort? Parce que j'ai tendance à gueuler, moi. Bon. Alors, un tout grand merci, Anne, pour ces mots d'introduction, et merci à Francesco et Anne pour cette invitation qui m'honore très sincèrement. Quel abondant public, quel dynamisme, enfin, c'est extraordinaire, quoi. Alors, le sujet du jour, c'est le darwinisme. En fait, le corpus explicatif de l'évolution des espèces. Et donc, je vais vous emmener dans un voyage en 3 temps. Je n'ai pas prévu de dire de plan, parce que j'aime pas ça. Je préfère laisser les choses avancer d'elles-mêmes. Mais donc, on va essayer de voir comment aujourd'hui les biologistes expliquent les phénomènes d'évolution. Et en particulier, moi, je vais prendre un biais qui est plutôt de la biologie moléculaire, puisque c'est mon champ d'expertise. Donc, ce sera moins de l'écologie. Ceux qui voulaient entendre de l'écologie, on peut toujours poser des questions, mais il y a des gens dans l'Assemblée qui sont des spécialistes pour tout ça. Donc, voilà. Alors, en préambule, je voudrais quand même vous dire que, alors c'est peut-être étonnant de dire ça aujourd'hui, mais on vit une époque formidable. Alors on a tendance à en douter quand on écoute le JT de la RTB, d'RTL, mais les biologistes vivent une époque formidable parce que si je me replonge à l'époque où moi j'étais étudiant, en fait, les différents champs disciplinaires de la biologie ne communiquaient pas. Je veux dire, un écologue et un généticien moléculaire, ils n'avaient rien à se raconter. À l'articulation des années 1990 et 2000, les différents champs de la biologie ont vraiment commencé à communiquer. Et toutes les disciplines scientifiques nous envient. C'est pour ça que notre époque est formidable, parce que les différentes voies d'appréhension de la biologie sont maintenant en dialogue. Alors, le petit schéma que je présente ici met la génétique au milieu. Alors, ce n'est pas parce que je suis, entre autres, généticien, mais la génétique a quelque chose de particulier dans les disciplines biologiques, c'est qu'elle fait le lien entre le temps court et le temps long. C'est-à-dire que la génétique, elle est à l'œuvre tous les jours, on se ressemble, on peut tous lever la main, enfin, on a tous des petites malformations, ça c'est pas grave, mais on se ressemble parce qu'effectivement, la manière dont on est construit, je mets des guillemets, génération après génération, c'est sous contrôle génétique. Mais le temps long de la biologie, c'est le temps de l'évolution dont on va parler aujourd'hui, mais repose aussi sur la génétique. Mais on va se rendre compte dans le cours de l'exposé qu'on doit quand même quitter une vision génocentrée qui attribue tout au gène parce que c'est un leurre. Ça ne veut pas dire que le gène n'a rien à faire dans l'évolution, que du contraire, mais on doit dépasser la limite du génocentrisme. Alors si on essaye de voir, je vais faire un peu de philo, mais je ne vais pas essayer si je suis trop compliqué, Anne, tu pousses des cris. Hein. Comment est-ce qu'on comprend le vivant? Il y a des choses évidemment importantes qui sont de la mécanistique biologique. On sait par exemple que si on prend tel médicament, il y a telle voie métabolique qui va changer, etc. Mais comprendre le vivant, c'est d'abord le comprendre dans le temps long. Autrement dit, rien ne s'explique en biologie de manière ultime, sinon à l'aune de l'évolution. Et ça, c'est la petite citation de Dobzhansky que tous les biologistes adorent replacer dans leur diaporama. Rien en biologie ne s'explique ou n'a de sens, sinon à l'aune de l'évolution. Puisque nous sommes ici, tous autant que nous sommes, et nos microbiotes, et tout ce que nous avons comme crasse sur les mains, le fruit de plus de 3 milliards d'années d'évolution. Alors, on va devoir à un moment donné être relativement précis sur les termes. Parce qu'en biologie de l'évolution, beaucoup de termes sont, je vais utiliser sont piégeux, parce qu'on
tendance à avoir un sens dans le langage quotidien, alors que dans le langage disciplinaire, certains termes ont des acceptions bien particulières. Alors on ne va pas faire un cours de sémantique ici, ce n'est évidemment pas le but, mais quand vous entendez des gens qui disent « oui, mais la théorie de l'évolution, ce n'est qu'une théorie », comme si c'était des élucubrations mentales, demandez à tous les scientifiques qui veulent établir une théorie, lorsqu'un corpus explicatif de phénomènes naturels peut s'ériger en théorie, ben, on est content. Hein, la théorie de la gravité, la théorie de la relativité, il y a 15 jours, on a parlé de physique quantique, c'était absolument admirable. Donc les théories, la théorie a pour objectif d'apporter des explications, des représentations de faits. Et les faits, eux, sont indubitables. Et pour ceux qui, éventuellement, dans l'Assemblée, douteraient du fait évolutif, j'ai un petit film à vous montrer. Ça sera le seul petit film. J'espère qu'il n'y aura pas de couac avec Internet. Mais c'est de l'évolution en direct. Il y a toute une série de phénomènes évolutifs en direct auxquels on assiste. Je vous donnerai des exemples. Mais je voudrais d'abord voir si ceci fonctionne. Je dois changer le pointeur. Alors, hop, est-ce que ça va marcher, ça? Bom, 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 bom. Petite seconde. Hein. Voilà. C'est une expérience qui a été faite à Harvard. Je vais la commenter. Si ça veut bien... Voilà, ici, ça va apparaître. On va ignorer la vérification. C'est chez moi. Je vais basculer l'écran et vous allez voir une expérience d'évolution en direct. Hop. Alors, voilà. Boum. On va mettre ça en plein écran. Et voilà. En fait, c'est quoi? Ce qu'on va voir, c'est une boîte de culture. Ce que vous voyez qui est blanc, c'est des bactéries qui poussent. On va démarrer avec des cultures qui vont partir à gauche et à droite de l'écran. Et c'est des bactéries qui n'ont jamais été exposées à des antibiotiques. Elles ne sont pas résistantes. Et puis, on a un premier secteur avec de l'antibiotique, un deuxième secteur avec 10 fois plus, un troisième secteur encore avec 10 fois plus, et le dernier secteur avec 1000. Et on va se rendre compte qu'avec le temps, l'expérience a duré 11 jours, on voit apparaître des résistances. Et on voit apparaître de manière ponctuelle des résistances. Voilà. Ça dure 2 minutes. J'ai coupé le son pour qu'il n'y ait pas le truc en anglais. Je vous explique ce qui se passe en live. Donc ça, c'est une boîte de culture. Donc c'est un milieu gélosé sur lequel des bactéries peuvent pousser. Et on va réaliser différents cadrans, différents secteurs dans cette boîte qu'on appelle une boîte de Petri, boîte de gélose. 0, pas d'antibiotiques. 10, c'est 10 mg par millilitre ou par litre, je ne sais plus, mais peu importe. 1, 10, 100 et 1000. Et donc, les collègues d'Harvard vont inoculer des bactéries sur le milieu sans antibiotiques. Et on va se rendre compte que ça va pousser, et puis ça va s'arrêter là où il y a un antibiotique, puisque la bactérie n'est pas résistante aux antibiotiques. Et puis on va se rendre compte que des résistances apparaissent. Et on va pouvoir dessiner toute la filiation, et ça, c'est de l'évolution en direct. Et on va comprendre après pourquoi. Voilà, là, ça s'arrête parce qu'il y a des antibiotiques. Et puis on se rend compte, là où il y a les flèches, tout d'un coup, paf, il y a un mutant qui est apparu, et on va commencer à coloniser le deuxième secteur, celui qui contient un peu d'antibiotiques. Et évidemment, à la fin, vous allez voir qu'il y a des bactéries partout. Ça, c'est absolument fabuleux, hein, parce que c'est les rares phénomènes évolutifs que l'on explique de A à Z. Et c'est de l'évolution. Je vous donnerai un autre exemple que vous connaissez très bien dans 30 secondes, quand on arrive à la fin du film. Et donc, vous voyez, à chaque frontière, il y a des points d'émergence où tout d'un coup, pouf, il y a quelques bactéries dans cette population qui, baf, réussissent à pousser en présence d'antibiotiques. Ça, c'est de l'évolution en direct. C'est le fait évolution. Sur un temps court, bien sûr, mais c'est aussi opérant sur un temps long. Tous les points là, ce sont les points d'acquisition de mutation, et vous avez un arbre évolutif d'une manip, d'une expérience d'évolution en direct. Alors, je vais quitter ça, si ça veut bien quitter. Voilà. Hop. Voilà. Alors, une autre évidence d'un fait évolutif que vous avez très très bien connu, à nos corps défendants, ben, c'est le Covid. Vous avez vu, là, les souches alpha, bêta, gamma, je ne sais plus dans quel ordre ça apparaissait. Ben, c'est exactement ça. Des populations qui émergent avec des mutations qui permettent de... Bon. Un autre exemple d'évolution en direct, ben, c'est l'augmentation de la fréquence d'éléphants qui n'ont pas de défense. Spontanément, dans la population, des éléphants sans défense apparaissent, mais il y en a de plus en plus, et ça va devenir probablement la population la plus abondante,
Pourquoi? Parce qu'il y a une pression de sélection qui s'exerce sur ces éléphants. C'est quoi? C'est les braconniers, c'est les chasseurs, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est de l'évolution que l'on voit aujourd'hui. Alors il y a toute l'évolution que l'on ne voit pas aujourd'hui, pour lesquelles on a des restes, les restes fossiles, on a dans les strates géologiques, on va en parler. Mais donc, le fait évolution, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Alors, je voudrais d'abord faire un petit parcours en quelques dias sur l'histoire de l'explication évolutive. Alors, on pourrait dire, tout commence ici avec Darwin, 1859, le fameux livre On the Origin of Species. En fait, il faut savoir que l'idée d'évolution biologique était déjà en germe bien avant ça. 100 ans avant, Maupertuis, en France, 1759, écrivait quasiment la même chose. C'est-à-dire l'évincement des plus faibles. Bon, on va nuancer tout ça dans le courant de l'exposé. Mais évidemment, la théorie de Darwin, elle va prendre son essor dans un cadre socioculturel qui est celui de l'Angleterre victorienne et victorieuse, industrielle, où l'idée d'évolution a pu germer, alors que dans la France du XVIIIe siècle, ce n'était pas possible. Donc la sociologie de la science est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, première idée, l'idée fondamentale, sur laquelle on reviendra tout au long de l'exposé, c'est qu'on va expliquer l'évolution par la descendance, on se reproduit, on a des petits. Cette descendance peut éventuellement avoir des modifications génétiques, on va introduire ça tout de suite, et puis il va y avoir sélection des variants qui sont les plus aptes, qui sont les mieux adaptés, et éviction plutôt des variants qui sont inaptes, qui ne parviennent pas à arriver à l'âge de la reproduction. Deuxième étape, qui est je vais être très schématique et bref, mais deuxième étape, mais il faut comprendre les lois de l'hérédité. Ça, c'est l'affaire de Mendel. Vous connaissez Gregor Mendel, qui a écrit dans son coin. Il était contemporain de Darwin. Il y a toute une polémique autour de savoir s'ils connaissaient les travaux les uns des autres. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est Hugo de Vries qui va découvrir ou redécouvrir les lois de l'hérédité prononcées par Mendel. Et on va commencer à comprendre, ah ben, tiens, variation. Donc on a descendance avec variation. Variation, c'est la génétique. Étape suivante dans ma petite histoire, c'est ces auteurs-là, il y a Huxley, il y a Mayr, il y a Dobzhansky, il y a Fischer, qui sont des gens qui vont commencer à faire de la génétique quantitative, de la génétique des populations. Et ça va être extrêmement important, parce qu'on va voir que ce qui évolue, ce n'est pas moi, vous, non, c'est la distribution de certains caractères dans les populations. La dimension populationnelle en évolution, on va le voir dans quelques minutes, est extrêmement importante. Et eux sont les fondateurs de ce qu'on va appeler le néo-darwinisme, la synthèse moderne, mais qu'on dépasse qu'on a dépassé, qu'on dépasse maintenant depuis une petite vingtaine d'années. Quelle est l'idée? On peut illustrer l'idée ici avec ce cas emblématique que vous connaissez, qui est la phalène du bouleau, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, c'est ce qu'on appelle le mélanisme industriel, c'est-à-dire qu'avec les crasses sortant des usines en Angleterre, partant de papillons qui étaient comme ça plutôt chamarrés, blanc, gris, noir, les populations sont devenues complètement noires, simplement parce que ces phalènes vivent sur les bouleaux ont une écorce blanche ou bien mosaïque, mais dans les zones industrielles, eh bien, la crasse a permis que les papillons noirs sont mieux planqués, et donc ils se font moins manger, et donc c'est eux qui survivent et qui se reproduisent. C'est ce qu'on a appelé le mélanisme industriel, mais on a aussi l'albinisme de désindustrialisation. Depuis qu'il n'y a plus autant de crasse dans les boulets, on a le phénomène inverse. Alors ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que ce ne sont pas les individus qui évoluent, ce n'est pas moi qui évolue, c'est la distribution de certains caractères, par exemple, avoir des ailes noires, qui a augmenté simplement parce que tous ceux qui avaient des ailes blanches se sont fait bouffer et n'ont pas eu le temps de se reproduire. Ça, donc, c'est vraiment au centre de l'explication évolutionniste par ses collègues, enfin, nos anciens, si je puis dire, Mayr, Dobzhansky, Fischer et compagnie. Un pas super important est franchi lorsque l'on a commencé à comprendre la biologie moléculaire de l'hérédité. Donc, je suppose que dans l'audience ici, dans l'auditoire, vous êtes plus ou moins familier avec ce dessin qui représente la molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN, on a compris la structure grâce aux travaux de Rosalind Franklin. Bien sûr, c'est les patrons qui ont obtenu le prix Nobel, et pas elle, mais enfin ça, c'est une autre histoire, c'est de nouveau de la sociologie et de la science. Et donc, cette double hélice d'ADN, en fait, est une molécule qui contient l'information génétique.
et je vais détailler ça sur juste 2 dias, contient l'information génétique. Donc on commence à faire le lien entre de la biologie moléculaire, quelle est la chimie qui est en amont ou qui sous-tend l'hérédité, et comment cette hérédité fait évoluer les caractères, parce qu'on va voir que cette hérédité peut changer avec le temps. Donc, dans toutes vos cellules, vous avez combien de cellules, les biologistes là, on a 1000 milliards de cellules dans notre organisme, entre 1000 et 5000 milliards de cellules. Dans la majorité de ces cellules, vous avez un noyau, et dans ce noyau, il y a les 23 paires de chromosomes que vous connaissez, qui se présentent comme ceci, sous la forme de chromosomes durant les divisions cellulaires, mais entre les divisions, cette pelote-là est défaite, et vous avez donc cette fameuse molécule d'ADN. Comment marche cette molécule d'ADN? C'est elle qui code pour tous les caractères qui sont codés génétiquement. Ça ne veut pas dire tous les caractères, tous ceux qui sont codés génétiquement. On va voir ça, on va donner des nuances tout à l'heure. Mais donc, cet ADN va pouvoir être lu et transcrit en un ARN qu'on va appeler messager, et cet ARN messager peut être lu et traduit en protéines. Et les protéines, ce sont les acteurs de votre physiologie cellulaire, ce sont des protéines de structure qui vont permettre de former des cheveux, des poils, mais ce n'est pas là qu'ils doivent pousser, c'est là. Hein. Et puis les enzymes digestifs, tout ce que vous voulez. Donc, cette molécule d'ADN est le support de l'hérédité génétique. On va voir qu'il y a d'autres formes d'hérédité qui influencent les phénomènes évolutifs. Et ce qui est important, c'est de faire le lien entre une séquence d'ADN et les composants fonctionnels et structurels de vos cellules, qui sont les protéines. Alors une chose qui est absolument fondamentale, c'est que tout le vivant aujourd'hui est basé sur le même alphabet génétique. Autrement dit, je vous ai dit qu'il y a 4 bases dans l'ADN, A, T, G, C, et 3 par 3, elles signifient un acide aminé. Et un acide aminé, c'est un élément constitutif d'une protéine. Donc si j'ai 100 acides aminés, j'ai 300 nucléotides, c'est comme ça qu'on dit, 300 bases, qui 3 par 3 codent chacun pour un acide aminé. Et ça, c'est vrai dans tout le vivant. Il n'y a pas d'exception au jour d'aujourd'hui. Il y a des molécules, il y a des formes vivantes qui sont basées sur de l'ARN, mais c'est toujours le même langage. C'est universel. Ceci permet déjà de dire qu'il y a sans doute une origine unique à la vie. Il y a peut-être eu plusieurs formes de vie qui ont disparu, mais la vie contemporaine qu'on voit aujourd'hui, et ça va être important pour l'explication des phénomènes évolutifs après, la signification, le langage génétique est le même que vous preniez une souris, une bactérie, un virus ou un rené. C'est la même chose. C'est-à-dire que si je prends un gène de bactérie ou un gène de rené, je le mets dans une bactérie, la bactérie sera capable de fabriquer une protéine de rené. Ça marche toujours. Et c'est d'ailleurs tout le boom des biotechnologies qui fonctionne sur cette base-là. Alors maintenant, je vais vous guider vers les explications de base en biologie évolutive. Et puis on va illustrer ça par quelques exemples, on va voir qu'est-ce qui rend valide les explications évolutionnistes, et puis, dans le 3e tiers de l'exposé, on va voir les difficultés que rencontrent les évolutionnistes pour apporter des explications et pourquoi on a besoin de changer, d'élargir le champ explicatif et de dépasser le néo-darwinisme que je vais introduire maintenant. Donc, la première chose, il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas de variation. Il faut que dans les gènes qu'un organisme reçoit de papa-maman, si on parle de reproduction sexuée, il faut qu'à un moment donné, il y ait de la variation. S'il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Donc, les variations, c'est typiquement le changement de base. Donc, j'ai dit A, T, G, C, ce sont les 4 bases, qui, lorsqu'elles changent, vont changer un acide aminé. Si je change un acide aminé, je change la protéine, et elles sont représentées ici en modèle 3D. Et les protéines que vous avez ici, c'est les 4 protéines qui forment l'hémoglobine de vos globules rouges. Donc c'est une protéine qui va indirectement, avec un autre groupe chimique, fixer l'oxygène et permettre la respiration. Qu'est-ce qu'il y a comme problème si j'ai ici, ça c'est la forme normale et ça c'est la forme variante, un glutamate, une valine pour ceux qui aiment bien la biochimie, cette hémoglobine-là va fonctionner moins bien, elle va fixer moins bien l'oxygène. Donc une variation apparaît. Vous allez me dire, cette variation-là, elle est évidemment défavorable. Effectivement, si on fixe moins bien l'oxygène, on souffre d'anémie. Donc, variation. Mais la variation va contribuer à l'évolution à une seule condition première, c'est qu'elle soit transmise. À supposer que je sois dépositaire d'une
variation, mais que cette variation me rende stérile, cette variation, je ne la transmettrai pas à la descendance. Donc, point 1, il faut des variations. Point 2, il faut qu'il y ait héritabilité et transmission de ces variations. Et si je prends toujours le cas de mon hémoglobine qui est mutée, eh bien voilà, on a ici 2 parents qui possèdent les 2 formes A et S. Donc je reviens en arrière, la forme A, c'est la forme normale, la forme S, c'est la forme mutante. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la transmission héréditaire. On va avoir ici quelqu'un qui va avoir les 2 formes sauvages et ici les 2 formes mutantes, et cet individu-là sera anémique. Mais donc, ces mutations-là se transmettent, et toutes les mutations qui sont contributives à l'évolution doivent être transmises. Ensuite, il faut voir si ces variations qui sont transmises entraînent un phénotype. Ça, c'est un terme qui est super important et qui va revenir plein de fois. C'est-à-dire quelque chose de différent qui peut être visible, éventuellement, qui peut être sélectionnable. Donc, par exemple, un phénotype, c'est ici, notre patient, il souffre d'anémie, donc l'hémoglobine fonctionne moins bien, et le globule rouge, il est mal formé. Ça, c'est un phénotype. La mutation, qu'on associe à un génotype, c'est-à-dire une variation de gène, entraîne un phénotype. Ici, le globule rouge est mal formé et l'hémoglobine marche moins bien. On pourrait avoir une autre mutation où je suis avec une mauvaise musculature, je ne cours pas assez vite, le lion qui passe, il dit « Oh, ça c'est René, on va le bouffer. » Ben, je n'ai pas le temps de me reproduire. Bon, bref. Alors, ce phénotype, dans certains cas, peut amener de l'adaptation. Et cette adaptation peut être sélectionnée. Ça, c'est une carte d'Afrique qui montre la fréquence de cette mutation qui provoque l'anémie. Et elle est, dans certains pays, bien plus fréquente que chez nous. Pourquoi? Parce que le désavantage qui vient du fait que cette hémoglobine ne marche pas bien confère un avantage dans des pays où il y a la malaria. Parce que les globules rouges qui sont mal formés sont plus résistants, je ne sais pas s'ils sont 100% résistants, mais confèrent de la résistance. Donc, ma variation, elle est transmise, elle entraîne un phénotype, et ce phénotype, dans certaines circonstances, c'est-à-dire celles où il y a, par exemple, de la malaria, ça contribue à apporter une adaptation qui peut être sélectionnée. Et cette sélection va avoir comme effet d'améliorer le succès reproducteur du détenteur de la variation. Donc, je vais résumer tout ça, mais si vous avez pigé ça, vous avez pigé la base de l'explication sélectionniste, telle qu'elle était proposée par Darwin, mais Darwin n'avait pas fait de génétique, telle qu'elle a été revisitée, reproposée par les théoriciens qui ont développé la théorie synthétique de l'évolution, le néo-darwinisme. Donc, il faut une variation, il faut que cette variation soit transmise, elle entraîne éventuellement un phénotype qui permet une adaptation, une sélection et améliore le succès reproducteur. Et donc, on peut imaginer une mutation ici, et puis finalement, toute la population sera dépositaire de la mutation si cette mutation entraîne un phénotype adaptatif qui va être sélectionné. Le petit film tout à l'heure, ben c'est ça. C'est ça. Je pars avec des bactéries qui n'ont pas de résistance. Il y a des mutations qui arrivent au hasard. Comment les mutations arrivent, ça on peut en discuter. Tout d'un coup, il y en a une qui confère cette mutation un avantage, c'est-à-dire la résistance, et elle peut commencer à attaquer la partie de la plaque où il y a de la nourriture et un antibiotique, et ainsi de suite. Et dans le milieu central de ma boîte, on a ici des populations de bactéries qui sont 100% détentrices de la mutation qui confère l'avantage sélectif. De nouveau, il faut réinsister sur le fait que ce ne sont pas les individus qui évoluent, mais la distribution des variations dans la population. C'est ça qui évolue au cours du temps et qui fait que de plus en plus, certains types de singes deviennent glabres, ils sont moins poilus que leurs cousins, mais ils ont des plus gros cerveaux et puis ils ont tendance à devenir comme ça après un certain temps. Ça, c'est un avantage sélectif. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ceci dit. Et donc, le but de l'existence, ça c'est la première chose que je dis à mes étudiants biologistes, c'est très réducteur, mais le but de l'existence, c'est de se reproduire, quoi. Non mais imaginons que pendant 60 ans, il n'y a plus aucun... On décide tous, hein, les 9 milliards d'individus qu'on a ici, pendant 60 ans, les hommes ne font plus boum-boum, c'est terminé, hein, terminé. Bonne ou mauvaise idée, c'est autre chose, mais il faudra réussir à convaincre tout le monde de ne pas faire boum-boum, mais ça, je pense que ce n'est pas près d'arriver. Mais donc, ce schéma-là, qui est le schéma du néo-darwinisme, il colle complètement avec
l'assertion de base qui était émise dans le premier ouvrage de Darwin, descendance avec modification par la variation et la sélection naturelle. Ça, c'est la phrase à retenir. Donc pour l'examen, c'est ça, c'est la seule phrase qui venait. Et donc, le but de l'existence, c'est effectivement de se reproduire. Vous avez ici une famille alsacienne qui respire le bonheur. Hein, on peut voir le visage de... Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, c'est beaucoup de garçons. Hein, alors, il y a un biais, je ne sais pas très bien ce que... Mais ils ont tous la même tête, quoi. Ils ont tous la même tête, ils ont tous le même sourire également. Il y a juste un intrus, c'est lui. Mais donc, le but de la vie, c'est de se reproduire. Alors maintenant, voir de l'évolution en direct, c'est très bien. Et c'est évidemment absolument convaincant. Suivre l'évolution du Covid, de SARS-CoV-2 en direct, c'est absolument important et indispensable. Voir les éléphants qui perdent les populations, parce que c'est la distribution de « je n'ai pas de défense » de ce caractère-là qui s'amplifie puisqu'il y a des braconniers, c'est intéressant. Mais évidemment, l'amusement ou le jeu ou l'intérêt de la biologie ou des biologistes pour l'évolution, c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. C'est de faire de la rétrodiction. Et ça, c'est compliqué, parce que rendre compte du présent, de la diversité d'aujourd'hui, en relation avec l'histoire, ce n'est pas du tout évident. Et c'est là où le biologiste va commencer à s'acoquiner avec l'historien. La biologie est une science historique, dans ce sens-là. Et la difficulté, c'est qu'il est absolument impossible de faire des expériences, comme je vous ai montré là avec mes bactéries, mais sur des bactéries qui ont disparu il y a 2 milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus là. Il est impossible de croiser des tyrannosaures aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Donc, la validité des explications en biologie de l'évolution va reposer sur 3 choses que je vais illustrer avec quelques exemples. Le premier postulat, c'est ce qu'on appelle l'uniformitarisme. C'est-à-dire que la base de ce qui fait évoluer les organismes aujourd'hui, c'est les mêmes mécanismes qui les ont fait évoluer il y a très longtemps. Et pourquoi on peut faire cette hypothèse-là? Parce que tous les organismes vivants aujourd'hui utilisent le même langage, c'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est de l'ADN, c'est le même alphabet, c'est le même... Bon. Donc, c'est un premier postulat. Donc, si je peux observer certaines choses aujourd'hui, des changements de morphotype, etc., c'est ce que je vais présenter comme exemple, je peux dire que c'est sans doute comme ça que ça s'est passé dans le temps. Il y a 150, ou il y a 250, ou il y a 300 millions d'années. La deuxième chose, et ça c'est indispensable en science, il faut qu'il y ait de la cohérence. La cohérence entre des faisceaux d'évidence. Alors les faisceaux d'évidence, c'est des choses qu'on peut montrer en labo. Je montrerai des exemples, c'est le genre de choses que nous on étudie. Cohérence avec les restes fossiles. Il est évident que le jour où on trouvera des restes humains dans une strate géologique qui est en dessous d'un T-Rex, ça devient difficile de considérer que l'homme n'existait pas il y a plus de 60 millions d'années. Donc tant que c'est cohérent, la meilleure explication possible est celle que l'on va formuler. Et puis, évidemment, une cohérence avec des repères historiques. Il y a les restes fossiles, et puis il y a les couches géologiques, il y a le taux d'iridium dans le sol, enfin des choses que l'on peut dater pour essayer de dater la séquence des événements. Et enfin, la biologie de l'évolution va procéder par raisonnement abductif. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que l'abduction, ça va être clair, j'espère, avec les exemples que je vais vous présenter. Donc, je vais présenter une série d'exemples qui montrent comment fonctionne l'explication évolutionniste. Et puis, on va passer aux difficultés, les vraies difficultés épistémologiques, puisqu'on est dans un cours de philo ici, n'est-ce pas, Anne? Voilà. Alors, voilà un très, très bel exemple qui montre la cohérence des observations. L'idée, c'est d'essayer de classer les carnivores. Alors, c'est des animaux fantastiques. Hein. Vous avez ici le félin, ils sont absolument magnifiques. Ici, voilà. Le biologiste de l'évolution, il va essayer de rapprocher les gens par apparentement. On va dire, plus ils se ressemblent, plus ils ont un ancêtre commun qui est proche. D'accord? Donc, des animaux qui se ressemblent, on va les mettre dans un arbre, et plus je remonte dans l'arbre, plus c'est dissemblable, plus c'est éloigné d'un point de vue évolutif. D'accord? On peut construire un arbre ici en faisant de l'analyse génétique. Je vais prendre des gènes X, Y, Z, une série de gènes qui sont partagés chez tous ces animaux. Je vais séquencer, je vais dire, le gène du chat et le gène du léopard, ils sont très très proches. Et le gène du chien, il a beaucoup plus de mutations. Il a plus de mutations, il a accumulé plus de variations, parce qu'ils se sont séparés depuis plus longtemps. Et donc, je dessine un arbre. Mais je peux faire des similitudes de ce genre-là sur d'autres types de caractères, comme par exemple ici, des pièces osseuses, des fémurs, ou bien ici, c'est un os du bassin. Plus les os sont similaires,
plus on va dire ben, ces espèces sont cousines, elles sont apparentées. Et puis si les os sont plus dissemblables, plus différents, on va dire ben ça, ils ont un ancêtre commun qui date d'il y a plus longtemps. Ce qui est absolument remarquable dans cet exemple-ci, c'est que si vous prenez l'ensemble des carnivores, vous faites un arbre d'apparentement, un arbre de proximité basé sur l'os du bassin, sur le fémur ou sur la séquence de gènes, vous obtenez le même arbre. Ça, c'est absolument fabuleux, parce que ça veut dire que les différents critères que je vais utiliser racontent la même histoire. Et donc, c'est cohérent, et donc, ces arbres sont sans doute les meilleurs arbres possibles, indépendamment du fait qu'il m'est impossible de remonter là, il y a 55, 60 millions d'années. Je vais faire ce qu'on appelle une inférence sur l'histoire évolutive. Mais ce que je vois aujourd'hui dans les génomes et dans les os de ces animaux-là colle complètement avec cet arbre d'apparentement. Et je pèse mes mots, je parle d'apparentement, et on ne parle pas d'ancêtres. Les ancêtres, on ne les connaît pas, on ne les connaîtra jamais. L'idée de dire que l'ancêtre de l'homme est un singe, ben on sait que c'était un singe, mais ce n'est pas le singe. Les points de branchement, on ne pourra jamais les connaître. Ce qu'on connaît, c'est des relations de proximité, d'espèces disparues ou d'espèces actuelles. Autre exemple de belle cohérence, c'est la cohérence entre les restes paléontologiques, biogéographiques répartis dans les différents pays. Dans le temps, évidemment, les continents étaient disposés différemment, puisque la tectonique des plaques, et également les apparentements génétiques. Si je m'amuse à faire ça, je peux raconter l'histoire des félins, qui sont des animaux absolument fantastiques, de manière complètement cohérente. Les restes fossiles, leur distribution à la surface de la Terre, la temporalité et les distances génétiques. Alors je vais aller un peu plus loin dans la logique de uniformitarisme, cohérence et raisonnement abductif. On sait que dans l'histoire évolutive, il y a des reptiles. Alors, je n'aime pas le terme reptile parce que ça n'existe pas biologiquement, les reptiles, mais ça, c'est une discussion de spécialistes. Il y a des reptiles qui n'ont pas de pattes. Et on a de bonnes raisons de penser, sur base des restes fossiles, que les ancêtres de ces reptiles sans pattes avaient des pattes. Comment est-ce que ces pattes ont disparu? Et là, c'est une histoire, c'est typiquement le genre de choses qu'on étudie, nous, dans notre labo, que les biologistes du développement, aujourd'hui, peuvent aborder en labo. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des mutants, aujourd'hui, de trucs qui n'ont pas de pattes? Est-ce qu'on peut voir dans les gènes des choses qui ont changé et qui sont associées à l'absence de pattes? Et c'est ce qui a été fait. On a ici, vous avez donc, typiquement, ces lettres, c'est des nucléotides, hein, c'est les fameux A, T, G, C de tout à l'heure, c'est une séquence d'ADN. Et on a ici, dans l'encadré en orange, une séquence qui est importante et qui permet, on appelle ça ZRS, peu importe, à un gène ici d'être exprimé dans le bourgeon de pattes. Et quand ce gène qui s'appelle SHH, c'est Sonic Hedgehog, c'est le hérisson Sonic, si vous voulez savoir pourquoi, je vous dirai ça après, ce gène-là doit être exprimé dans le bourgeon de pattes pour faire une patte normale. On sait ça, que cette région qui fait donc ici 17 BP, 17 bases, donc il y a 17 lettres si vous voulez, ceci est indispensable pour que ce gène soit exprimé là et que le membre pousse au cours du développement embryonnaire. Chez les serpents, cette séquence est absente. On se dit, si elle est absente, ça veut dire que ma chaîne ici, ceci est actif dans le moignon, le bourgeon de patte et la future patte, ça ne marchera pas. Eh bien, on va le vérifier. Et ça, je peux le vérifier au labo. Pourquoi? Parce que je peux modifier le génome d'une souris, je peux modifier le génome d'animaux. Et c'est ça le tournant du XXIe siècle, c'est qu'on a commencé à faire de la génétique moléculaire dans virtuellement toutes les espèces vivantes. Et donc je peux dire, tiens, est-ce que je peux établir un lien de causalité entre l'absence de cette séquence et l'absence de pattes? Et si je vous pose la question, c'est que la réponse est natuurlijk ja, in het Nederlands. Donc, des gens se sont amusés à faire des souris où on a supprimé SHH, ou bien on a muté ZRS, ou bien on a remplacé ZRS par une ZRS de serpent. Et chaque fois que soit j'ai pas SHH, soit j'ai pas ZRS, soit j'ai une ZRS de serpent, là où il manque les 17 lettres, eh bien, je ne forme pas de pattes. Je fais des souris sans pattes. Donc il y a une relation de causalité entre l'absence de ces 17 paires de bases, ces 17 lettres, et l'absence de pattes. Et on peut mieux faire, en dire, tiens, mais si on s'amusait à réparer la séquence du serpent, c'est-à-dire, on va lui rajouter, au serpent ici, le cobra, on va lui rajouter les séquences qui manquent, et quand on le fait, eh bien, on a réparé
et on voit apparaître des pattes. Et on peut aller plus loin, parce qu'on réussit maintenant, avec des traitements hormonaux que l'on connaît, de faire pousser des embryons de pattes chez les serpents. Donc, ceci, ça m'amène à la structure du raisonnement en biologie évolutive. Je sais aujourd'hui que des mutations de ce type entraînent la disparition de pattes. On sait qu'il y a une relation de parenté avec un ancêtre commun entre plein de reptiles qui ont des pattes et puis ce groupe de reptiles qui n'ont pas de pattes. Et donc, je vais faire un raisonnement abductif, faire une inférence, puisque les mécanismes à l'œuvre à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui, que la génétique, il y a des centaines de millions d'années, est toujours la même qu'aujourd'hui, je vais formuler une hypothèse par abduction qui est que, eh bien, c'est sans doute une mutation de ce type qui a entraîné l'évolution du phylum, c'est-à-dire du groupe d'animaux qui avaient des pattes vers des groupes qui n'ont pas de pattes. Et ça, c'est le raisonnement. Je ne peux pas remonter le temps, mais les expériences qu'on fait au laboratoire, les observations que l'on peut faire en comparant un serpent, et puis la comparaison que l'on peut faire des restes fossiles, nous donne le meilleur schéma explicatif possible et qui est valide jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est souvent comme ça, là, en science, valide jusqu'à ce qu'une observation contradictoire soit apportée. Et donc, mes trois composantes du raisonnement en biologie évolutive m'amènent à un scénario historique qui est le meilleur possible aujourd'hui. Deuxième exemple, toujours du même type, c'est l'apparition ou la disparition des dents. Donc, vous savez sans doute tous que les oiseaux sont des dinosaures. C'est un groupe de dinosaures. Donc, quand on dit que les dinosaures ont disparu lorsque la météorite s'est cassée la figure là, dans le golfe du Mexique il y a 65 millions d'années, pas du tout. Il y a un groupe de dinosaures qui a dit ouais, c'est la fête ici. Les gros sont partis, nous on va s'amuser. Et ce sont les oiseaux. Donc, ces deux animaux sont cousins, et on sait dans les restes fossiles que les premiers oiseaux avaient des dents. Alors pourquoi est-ce que les dents ont disparu? Eh bien, je vais faire un raisonnement du même type. Alors, on connaît des gènes chez nous, ça c'est des belles images de radio en orthodontie, on connaît toute une série de gènes qui sont importants pour l'apparition des dents. Et on sait comment ça marche. On sait quelles sont, en fait, des populations de cellules. Ici, c'est une coupe d'un fœtus. Ça, c'est l'endroit où la dent va apparaître. On a fait un zoom. Il y a deux populations cellulaires, celles qui sont plus foncées et celles qui sont plus claires, qui établissent un dialogue. La première dit « Ouais, moi je vais former l'émail. Ah ouais, moi je vais faire la dentine. » Et hop, la dent va apparaître. On sait comment ça marche. On connaît les cascades d'événements, les signalisations qu'il y a entre les cellules pour former une dent. Tous ces gènes, ces molécules de signalisation, tous ces gènes-là sont présents chez le poulet. Ils sont présents chez le poulet. Ils sont conservés. Il y a juste qu'ils ne s'expriment pas, ces gènes ne sont pas actifs dans la bouche, et donc il n'y a pas de dents. Mais ce dialogue donc, entre ces deux types de cellules, il n'est pas établi chez le poulet. Il est établi chez nous, il est établi chez la souris, mais pas chez le poulet. Mais en labo, je peux forcer ce dialogue en injectant la molécule de signalisation qui permet à cette cellule de parler à celle-là et à celle-là de parler à celle-là. Et quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois apparaître des dents dans la bouche des poulets. Je vois apparaître des dents dans la bouche des poulets, et donc Chicken Run, là, DreamWorks, c'est pas du tout de la science-fiction. Il ne faut pas dire quand les poules auront des dents, quand les poules avaient des dents. Donc au même titre que je sais faire pousser des pattes à un embryon de serpent, je sais faire pousser des dents à un embryon de poulet. Et ceci m'amène de nouveau au raisonnement. Les restes fossiles, la vision anatomique laisse bien penser qu'il y a un ancêtre commun entre cette bestiole-là et cette bestiole-là. On sait que certaines mutations qui affectent le dialogue entre les deux types de cellules qui vont former la dent entraînent une agénésie des dents. Et donc l'hypothèse, c'est que, partant de l'ancêtre commun, ces mutations ont entraîné la disparition des dents chez les oiseaux. Et de nouveau, c'est le meilleur scénario historique possible aujourd'hui. Je ne peux pas remonter en arrière. Et quand je parle d'ancêtre commun, je parle d'ancêtre commun. Je ne nomme aucun animal. On ne connaîtra jamais les ancêtres communs. Quand dans le grand public, on vous parle de chaînons manquants, c'est une absurdité biologiquement. On est incapable de mettre des chaînes. C'est simplement des relations d'apparentement qu'on établit dans l'histoire évolutive. Alors, maintenant, les difficultés. Parce que tout ce schéma-là a l'air vraiment bien cohérent, et c'est vrai que c'est complètement cohérent et c'est complètement satisfaisant. Sauf que
Je vais venir maintenant avec une série d'observations que l'on fait, et que l'on a fait en biologie depuis des décennies, et qui rendent non pas l'explication bancale, elle ne l'est pas, mais incomplète. Et c'est ça qu'on complète maintenant dans le corpus évolutif par ce qu'on appelle la synthèse étendue, dit extended synthesis. Mais il faudra faire un peu d'histoire des sciences encore pendant une ou deux dias, mais voilà. Donc, je reprends mon schéma explicatif. Il faut qu'il y ait des variations. Que ces variations soient héritables, transmises, et que donc elles entraînent éventuellement un phénotype. La majorité des mutations n'entraînent pas de phénotype, mais ça on peut aussi en parler. Ce phénotype peut apporter une adaptation qui est favorable sous certaines conditions, par exemple quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il y a de la malaria, d'accord ? Et ceci affecte le succès reproducteur et qui fait évoluer dans les populations la distribution de mes différentes variations. Ça marche. Mais le gros problème que l'on a en biologie aujourd'hui, c'est que ce schéma théorique, il est extrêmement difficile à mettre en pièces dans les situations réelles. C'est-à-dire, le lien qu'il y a entre une variation ou un groupe de variations, un ensemble de variations, et le phénotype, c'est-à-dire la conséquence, ces relations-là, elles sont loin d'être évidentes, et je vais l'illustrer. Ça veut dire que établir le lien entre la variation et le phénotype, c'est une réelle gageure. Et c'est pour ça que dans la majorité des histoires, des scénarios évolutifs que l'on apporte en biologie, il y a toujours des trous explicatifs. Les seules situations qu'on connaît de A à Z, c'est le genre de choses que je vous ai montré avec mes boîtes de culture de bactéries ou les histoires de Covid, puisqu'on a vu ça en direct. Donc, je veux un peu épiloguer, pas épiloguer, mais plutôt broder autour de cette difficile relation entre le génotype, c'est-à-dire les variations géniques, et le phénotype, c'est-à-dire comment ces variations se manifestent, des oreilles qui tombent, ça, que sais-je, les étudiants qui ont des poils qui poussent là, quoi. Ça, c'est pas possible. Hein. Je leur dis, c'est pas possible. Hein, bon. Avec une composante sociologique qui est importante, c'est que quand on a commencé à faire de la génétique moléculaire dans les années 70, on a cru qu'on allait tout expliquer. Et ça a entraîné réellement une vision complètement génocentrée en biologie. C'est-à-dire le gène est l'explication ultime de tout ce qui se passe en biologie. Et ça, on en revient très sérieusement pour des raisons que je vais évoquer dans différents exemples. Mais donc, le fameux ouvrage qui a fait date, The Selfish Gene, le gène égoïste de Dawkins, super intéressant hein, pour alimenter la réflexion et pour pousser les biologistes à être réflexifs par rapport au corpus de connaissances qu'ils établissent. Ou la sociobiologie de Wilson, c'était intéressant, il voulait tout expliquer par la génétique. C'est génial, moi j'ai lu un livre d'un gars, je ne vais pas le citer. La sociobiologie est un peu passée de mode, maintenant on parle de evopsy, hein, Evolutionary Psychology, la psychologie évolutive. Il y a un gars, il a écrit, j'ai lu le bouquin, 300 pages, où il parle d'hérédité, de tout. Hein. Le titre, ça s'appelle, tenez-vous bien, vous êtes bien assis, hein. Le titre du bouquin, c'est « Pourquoi est-ce que les femmes des riches sont belles ?» hein. Donc ça, c'est le titre du bouquin. Et on parle pendant 200 pages d'hérédité. Il n'y a pas un seul nom de gène, il n'y a rien du tout. Enfin, wow. Mais on dit c'est le gène qui explique tout. Le gène explique évidemment beaucoup de choses. Je ne vais pas remettre en cause ce que j'ai déjà dit, mais il va falloir étendre le corpus explicatif. La difficile relation entre génotype et phénotype. La situation simple, c'est celle que je vous ai évoquée. Si j'ai cette mutation, il n'y a pas de problème, j'aurai ce phénotype. Un gène, une mutation, un phénotype. Ça, c'est l'exception. Si vous regardez, alors j'ai rien contre RTL ou RTB, c'est l'un ou l'autre, hein, j'ai rien à vendre ici, mais si vous écoutez au JT de RTB ou de RTL, vous allez lire dans une gazette, on a trouvé le gène de l'imbécilité, ça pourrait être heureux, mais c'est un fait, que ce n'est pas possible. La majorité des traits de phénotype que nous avons, et surtout des traits de phénotype compliqués, relatifs à la personnalité, etc., ne sont certainement pas monogéniques, et sont certainement, presque certainement, pas uniquement géniques. Et ça, je vais en reparler. On a beaucoup plus de situations où un phénotype, ici ce sont des malformations cardiaques, ça c'est le genre de malformations que nous on étudie au labo, sont associées à plein de mutations différentes, dans plein de gènes différents, qui sont tous contributifs au développement du cœur. Autre situation beaucoup plus abondante que la situation simple, c'est un gène qui, lorsqu'il est muté, entraîne plein de phénotypes.
et pas systématiquement chez tout le monde qui possède la mutation. Ça, c'est mon gène favori, c'est celui que j'étudie au labo. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des images ici, mais lorsque le gène OXA1 est muté en clinique, hein, nous on travaille, on étudie des patients qui ont des malformations cardiaques, eh bien, on trouve des malformations au niveau de l'aorte, au niveau des valves entre le ventricule et l'aorte. On trouve des problèmes au niveau des os tympaniques, donc au niveau des oreilles. On a des problèmes au niveau de la base de l'occiput. On a des problèmes au niveau du cerveau, on a de la respiration, de la déglutition. Un gène qui intervient dans plein de trucs. Mais oui, la majorité des gènes interviennent dans plein de trucs. La situation la plus courante est en fait la plus compliquée. Alors cette dia est un peu compliquée, mais je veux quand même y aller pas à pas. Chacun des cadrans ici correspond à un chromosome. Chromosome 1, 2, 3, 4, ok, jusque X, 22 et puis X. Et en abscisse, donc sur l'axe des X, de 0 à 200, c'est les nucléotides. Le numéro 1, le 2, le 3, jusqu'à 250 millions. Le grand chromosome, c'est 250 millions de nucléotides. Et en ordonnée, c'est la fréquence de certaines mutations chez des gens qui ont de l'ostéoporose. Ostéoporose, alors on ne va pas rentrer dans le détail, modéré, sévère, au niveau de la hanche ou au niveau de la colonne vertébrale. OK, mais qu'est-ce que vous voyez? Mais vous voyez un entrelac de pics. Donc, on prend 100 patients qui ont de l'ostéoporose, 100 patients qui n'ont pas l'ostéoporose, et on compare les gènes, les génomes, à l'échelle complète du génome, des 3 milliards de paires de bases que vous avez tous. Et on va faire des associations. Maintenant, il y a des variations partout qui sont associées à l'ostéoporose. Alors, est-ce que ce sont des corrélations? Est-ce que certaines de ces mutations causent l'ostéoporose? Ben, on n'en sait rien. Peut-être qu'on aura de l'ostéoporose si on a cette mutation-là, plus cette mutation-là, plus cette mutation-là, ou bien cette mutation-là, plus cette mutation-là, plus cette mutation-là. En fait, la majorité des situations ressemblent à celle-là. C'est-à-dire que le lien entre le génotype, les variations qui sont dans votre génome et le phénotype, ici une pathologie, ces relations-là, elles ne sont pas établies. Et elles sont extrêmement difficiles à établir, si tant est qu'elles seraient possiblement établies. Il y a combien de différences entre votre génome et le mien, ou n'importe qui ici, hein, toute personne confondue? On a chacun 3 milliards de paires de bases. On a une différence tous les 1000. On a 3 millions de différences. Vous, moi, toi, moi. Et quelles sont les variations qui sont associées au fait que, par exemple, Francesco, il a le même problème que moi, par exemple. On va nous séquencer tous les deux, et puis on va prendre tous ceux qui sont chevelus, peut-être qu'on va trouver... Mais non. Et alors, situation extrêmement courante aussi, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité manquante, la missing heritability. C'est-à-dire, on ne parvient pas à identifier. Et ça, pourquoi? Parce que on a oblitéré ça, pendant 30, 40 ans. C'est que le gène n'est pas le seul déterminant, le gène devient déterminant en relation avec l'environnement. Et c'est dans un environnement particulier qu'une mutation particulière va entraîner un phénotype particulier. Et très souvent, on l'oublie. Donc la relation causale entre le gène et le phénotype, et donc en retour, essayer de comprendre ce qui permet la sélection et conduit à l'évolution des caractères, c'est extrêmement compliqué. Mais les dernières disciplines de la biologie qui ont fortement évolué ces dernières années nous apportent de nouvelles pistes. La première chose, c'est ce qu'on fait maintenant en biologie moléculaire du développement. Qu'est-ce qu'on a en biologie moléculaire du développement? On commence à très bien comprendre comment les choses se passent. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une relation de A implique B, implique C, implique D, des cascades causales. A cause B, cause C. Non, la biologie du développement, on va le voir tout de suite, c'est une question de réseau d'interactions. Et donc on n'a pas une relation simple entre une mutation et un phénotype. Alors, donc la biologie du développement permet de comprendre comment le développement a lieu, mais comment le développement a évolué. Si les formes vivantes évoluent, c'est que les modes de développement d'embryons ont évolué aussi. Si l'embryogenèse n'évolue pas, les formes n'évoluent pas. Le cœur de la biologie du développement, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'en partant de nos 23 paires de chromosomes, toutes vos cellules, à part quelques exceptions, ont toutes les mêmes chromosomes, mais pourtant celles-là, elles n'expriment pas les mêmes protéines que celles-là ou que celles des yeux. On a donc besoin de comprendre comment est-ce que, partant de l'équivalence en termes de génome, les 200, 300 types cellulaires que vous avez se différencient. Et pour ça, on a besoin de choses qui agissent sur les gènes. C'est ce qu'on appelle des facteurs de transcription, c'est-à-dire des protéines
D'accord? Les protéines, les entités fonctionnelles de vos cellules, des protéines qui sont capables de reconnaître l'ADN et dire « Ah, ben dans cette cellule-ci, musculaire, on va faire des fibres musculaires. Et ah, dans un neurone, on va faire des neurotransmetteurs. » Et ça, il y en a des centaines. Et ces facteurs de transcription se régulent les uns les autres. Donc, typiquement, je vais avoir ici un gène qui code pour une protéine, qui régule un gène, qui code pour une protéine, qui régule d'autres gènes. En fait, si vous voulez comprendre un phénotype, ce que vous devez déchiffrer, c'est ça. Et ça, c'est la version simple. Ici, c'est un petit réseau de régulateurs qui conditionne qu'une cellule est une cellule souche embryonnaire. Mais si vous touchez à un de ces acteurs, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, la conséquence en termes de réponse, en termes de phénotype, peut être variable. Donc des mutations là-dedans ou là-dedans ou là-dedans peuvent provoquer le même phénotype ou pas. Ce qui est important, ce n'est pas les mutations comme telles, c'est la topologie du réseau, ce que ce réseau va avoir comme sortie, si vous voulez. Et typiquement, ce réseau que je viens de montrer, il a deux sorties. La cellule souche devient une future cellule intestinale, je vais dire, ou bien une future cellule neurale. J'ai des dizaines d'acteurs qui sont en réseau, et quand je touche n'importe lequel de ces acteurs, il y a deux réponses possibles. Je fais de l'intestin ou je fais du neurone. Ça veut donc dire que les processus sont canalisés. Tout n'est pas possible. J'ai un problème, j'ai deux solutions, type cellulaire A ou type cellulaire B. Ça veut dire que le développement entraîne une canalisation. Toutes les destinées cellulaires ne sont pas possibles. C'est destiné A ou B. Tous les phénotypes ne sont pas possibles. En fonction des mutations que vous avez, vous changez. Ce n'est pas le gène qui entraîne le phénotype, c'est le gène qui entraîne des perturbations dans ces réseaux d'interaction qui entraînent les phénotypes. Et donc, un premier rapport qui est important en biologie du développement, c'est que comprendre la biologie, c'est comprendre des réseaux d'interaction. Et la relation génotype et phénotype, ce n'est pas simplement identifier une mutation qui cause un phénotype, c'est nécessairement une question qui doit être abordée à l'échelle du système entier, en fait. Une question systémique. Et ça, c'est vachement compliqué. Mais le fait d'en prendre conscience est évidemment important. Et donc, les variations de phénotype ne sont pas réductibles aux variations génétiques? Non, parce qu'il y a entre les deux ces réseaux d'interaction. Et si ces réseaux sont perturbés de manière A ou B, j'aurai un phénotype A ou B. Je ne peux pas réduire le phénotype aux mutations, parce que les réseaux ont des propriétés qu'on va appeler émergentes. Mais je ne vais pas détailler là-dessus. Donc, il y a un biais développemental qui est imposé par cette structure des phénotypes en termes de réseau d'interaction. Cette logique de réseau est importante. Et donc, je ne vais pas avoir des multitudes de phénotypes, il y a des mutations qui entraînent des phénotypes non graduels. C'est ça ou ça. Et plein de mutations vont donner ça ou ça. Et ça, de nouveau, c'est des exemples qui sont tirés de genre de choses que nous, on étudie au labo. Vous avez ici une mutation, et toute la colonne vertébrale change. Et vous allez avoir des côtes tout le long de l'axe entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Et ça, c'est ce qu'on trouve chez les éléphants. Et pour faire de nouveau de l'évolution, vous aurez compris, ici en violet, c'est l'expression de mon gène, il s'appelle OXB6, peu importe, ça va donner la cage thoracique. Et bien voilà, un autre embryon qui exprime le même gène, quasiment le même, c'est son homologue, tout le long de l'embryon, et toute la bestiole aura des côtes sur les vertèbres. Et de nouveau, c'est une explication d'un saut évolutif entre une cage thoracique qui est restreinte et une cage thoracique qui fait tout le long de l'organisme. Donc la biologie du développement amène ceci. Dans cette difficile relation entre génotype et phénotype, c'est la canalisation, le fait qu'il faut penser les choses en réseau et qu'on peut changer toute une série d'acteurs dans ce réseau. Je ne vais pas avoir toutes les modifications, tous les phénotypes possibles. Les phénotypes sont canalisés, c'est la solution A ou la solution B. Une deuxième chose qui a fortement influencé et changé maintenant notre vision du paradigme darwinien, c'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. C'est-à-dire des changements de phénotype sans qu'il y ait de changement de génotype, sans qu'il y ait de mutation. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux Daphnies? Les biologistes s'en souviennent sans doute.
elles sont identiques génétiquement, si vous voulez, c'est comme des jumeaux. Mais celle-ci, elle a été élevée dans un aquarium où on a mis de la farine de poisson, et ici, où il n'y a pas de farine de poisson. Et c'est quoi la farine de poisson? Le poisson, c'est un prédateur. L'embryon en développement perçoit quelque chose qui vient du prédateur, et il va avoir une forme différente, défensive, que sais-je. Ils ont les mêmes allèles, les mêmes variations, les mêmes gènes, si vous voulez. Mais c'est l'environnement qui va influencer le phénotype, et pas des changements génétiques. Absolument génial. Et ça, on l'observe dans des tonnes de situations. Ici, c'est un exemple que j'ai tiré d'une autre gazette, c'est que l'environnement, il est sélectif. C'est ça, hein, dans l'explication sélectionniste de Darwin. Les conditions de l'environnement vont sélectionner les variations qui sont les plus adaptées. Mais l'environnement est aussi un inducteur du changement. Un inducteur du changement phénotypique, typiquement température, eutrophisation de l'eau, hypoxie, et cette bestiole-là va s'adapter sans changement génétique. Il y a une série de concepts qui sont derrière ça, c'est-à-dire l'acclimatation, il fait chaud, on manque d'oxygène, bien la physiologie du poisson change. Ou bien il fait chaud, on manque d'oxygène, l'embryon va amener un adulte qui est adapté, sans changement génétique. Et ceci peut se faire même de manière transgénérationnelle. Et donc on va voir génération après génération toujours le même phénotype induit par l'environnement sans qu'il y ait de changement génétique. Ça change tout. Sauf qu'à un moment donné, il y a quand même ce qu'on appelle l'assimilation génétique. À un moment donné, au petit bonheur la chance, il y a des mutations qui vont stabiliser le phénotype. Mais le changement phénotypique au départ, dans ce cas-ci, il n'implique pas de changement génétique. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Donc l'environnement, il est sélectif, il est aussi inducteur. Et l'environnement influence sur la réponse phénotypique d'une population et donc sur le succès reproducteur sans changement génétique. Celui qui est plastique, qui peut changer sa physiologie sans changement génétique, ben, il fera plus boum boum et hop, il aura plus de petits. Et donc, ça contribue au phénomène évolutif sans qu'il n'y ait de variation génétique. Ça, c'est complètement inattendu. Et ceci, c'est des mêmes plantes. Oui? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Donc la question, c'est si on s'amusait à... C'est d'ailleurs un projet dans les cartons, hein, de remettre sur Terre des mammouths. Bon, techniquement, il y a pas mal de choses à faire avant ça. Mais comme l'environnement a changé, il est fort à penser que le phénotype de ce mammouth ne sera pas celui des mammouths de la glaciation. Non, non. Alors, j'ai encore deux, trois petits chapitres. Quelle heure il est? C'est bon, hein? Bon. Alors, l'autre chose, c'est ce qu'on appelle l'hérédité inclusive. Autrement dit, de l'hérédité non génétique. Je vous ai parlé de l'ADN, hein, dans les chromosomes. Mais cet ADN peut être modifié chimiquement, par ce qu'on appelle de la méthylation. On rajoute des petits groupements chimiques. Et cet ADN est associé à des protéines qui peuvent aussi être modifiées. C'est ce qu'on appelle les modifications épigénétiques, celles qui agissent au-dessus des gènes. Et cette modification épigénétique, le fait qu'on ait des petits groupements méthyle sur l'ADN, peu importe les termes techniques, hein, ou que j'ai des changements dans les protéines qui sont associées à l'ADN, ça va influencer l'expression des gènes. Et ces modifications épigénétiques, ici, elles répondent à ce qu'on appelle l'exposome, en fait, les influences de l'environnement. Si vous êtes stressé, il y a des gènes dans votre organisme qui vont être étiquetés par ces modifications épigénétiques différemment que chez quelqu'un qui n'est pas stressé. Et donc, il n'y a pas de changement génétique. Il y a un changement dans l'expression, dans l'activité des gènes. Et ça influence le phénotype. Alors, deux exemples. Un premier, c'est un petit ver ici, qui est une bébête de labo qu'on aime beaucoup, qui, en fait, est attirée par cette bactérie qui est un poison pour elle, un pseudomonas. Alors, la bête, elle va bouffer, et puis, c'est un peu comme notre manger de frites, notre manger de raclette. L'animal se sent mal. Il a été exposé à quelque chose qui le rend malade. Et ça va modifier son épigénome, des choses qui agissent sur le génome, qui agissent sur les gènes, sans changer les gènes. Eh bien, ce qui agit sur les gènes est transmis de génération en génération, de telle sorte que ceux-ci qui n'ont jamais vu Pseudomonas
vont l'éviter. Alors que naturellement, ça sent bon, je vais aller bouffer du pseudomonas. C'est les trucs qui sont bons, qu'on bouffe trop et puis on n'est pas bien. Bon. C'est difficile de se réprimer. Et ça tient à plusieurs générations. Alors, ça veut dire que l'environnement ou l'expérience modifie l'hérédité non génétique, avec un phénotype non génétique. Et ceci, c'est vrai aussi chez des animaux compliqués comme nous. Et il y a de très bons exemples associés à des famines, par exemple, qu'on a connues dans l'espèce humaine, où l'épigénome a changé, et ce qui fait que le phénotype change, sans qu'il y ait de changement génétique. Je peux donner des exemples si vous voulez. Ceci est une magnifique expérience qui a été faite. On a ici un rat, ou c'est une souris, à laquelle on présente une odeur, mais qui n'est ni attirante, ni repoussante, elle est complètement neutre, et on associe cette odeur à un stress. C'est un peu les manips de Pavlov, pour ceux qui se souviennent des expériences avec les chiens de Pavlov. Et bien, on s'est rendu compte que ça allait changer l'épigénome de certains gènes qui codent pour les récepteurs olfactifs, de telle sorte que ces récepteurs olfactifs soient exprimés dans la génération d'après. Ce qui fait que le petit qui est ici, il est hyper sensibilisé à une odeur qui n'en a aucun sens, qui n'est ni repoussante ni attirante. Et ça passe de génération en génération. On a de l'hérédité non génétique qui est épigénétique. Et ça, c'est un truc qui est en plein boom depuis le début des années 2000. On commence à comprendre l'importance de ces changements non génétiques dans des choses comme des pathologies, des cancers par exemple. Voilà. Autre chose qui a amené à... Oui, et donc voilà, mais la seule... Je suis toujours à ça. L'impact évolutif de ça, on ne le connaît pas. Parce qu'on sait que cette hérédité épigénétique passe de génération en génération, mais pas beaucoup. Mais chez des petits organismes comme des levures, etc., sur des dizaines de générations, cet héritage non génétique passe de génération en génération. Alors encore une couche de complexité. J'aime bien le terme d'intrication. Ce n'est pas d'intrication quantique ici, c'est de l'intrication génomique. L'intrication, ça veut dire que les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Je vous ai dit, il y a une séquence d'ADN qui est transcrite et qui est traduite en une protéine. Mais ce n'est pas aussi simple. Vous avez ici un trait en noir qui représente une séquence d'ADN. Et les petites boîtes en bleu correspondent à ce qui va donner des protéines. En fait, on peut exprimer des morceaux d'ADN et puis mettre ces morceaux bout à bout de différentes manières. Donc, une même séquence d'ADN ici correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6 protéines différentes. Je n'ai pas un gène qui code pour une protéine, j'ai une séquence d'ADN qui code pour... Et on a des cas, des exemples qui vont jusqu'à des centaines de protéines différentes. Si vous avez une mutation ici, ben ça va changer cette protéine-là, cette protéine-là, cette protéine-là, cette protéine-là. La relation entre le génotype et le phénotype, point d'interrogation. Autre chose qui est importante, toujours dans cette intrication génomique, pour qu'un gène soit actif, il doit être exprimé dans les bonnes cellules au bon moment. Je vous ai dit, pas question d'avoir des poils qui poussent ici, d'accord ? Il faut les protéines cardiaques dans le cœur et les protéines neurotransmetteurs dans le cerveau. Et ceci est contrôlé par des petites séquences. Donc ça, c'est de nouveau mon gène SHH. Et ce gène est exprimé dans différentes structures qui sont dessinées ici en couleur. Et ça, c'est sur un embryon de souris. Ce qui apparaît en bleu, c'est les futurs organes où SHH est exprimé. Et les petits bâtonnets ici en travers correspondent à des séquences qui vont dire ici, il y a un facteur de transcription qui doit s'asseoir pour activer le gène dans la future rate, le futur poumon, etc., etc. Et vous trouvez ces éléments qui contrôlent le gène à des centaines de milliers de paires de bases plus loin, ou mieux d'autres gènes. Donc j'ai ici, par exemple, une petite séquence en jaune qui est au milieu d'un gène qui s'appelle LRMP1, mais cette petite séquence en jaune permet l'expression de Sonic Hedgehog, ou ça, ben alors dans ce qui est en jaune ici, mais je ne vois pas en jaune, c'est dans les bourgeons de membres. Donc, il y a une intrication des éléments génétiques. La relation un gène, une protéine, une fonction, ça tombe à l'eau. Une paire de bases dans votre génome peut servir à plein de choses différentes. Et ensuite, il y a ce n'est pas des mutations, mais des changements génétiques qui ont eu lieu au cours de l'histoire évolutive. C'est des duplications complètes du génome. Et dans notre histoire évolutive, on sait qu'il y en a eu 2, et chez les poissons téléostéens, on sait qu'il y en a eu une 3e, et on sait aussi que chez les saumons, il y en a eu une 4e. C'est-à-dire que du jour au lendemain, et je pèse mes mots, en une génération, tout d'un coup, vous doublez votre nombre de gènes. Mais ça ouvre à la porte à des tonnes de mutations qui peuvent être accumulées, à de l'hyperdiversification,
Et si vous prenez les vertébrés que nous sommes, les vertébrés les plus diversifiés de la planète, c'est précisément ces cocos-là. Hein, ce sont les fameux actinoptérygiens, les poissons de cette famille-là. Donc, la structuration et l'évolution du génome est aussi quelque chose à prendre en considération. Ce n'est pas simplement des mutations, un génotype, un phénotype. Tout d'un coup, tout mon génome est doublé. Ça ouvre la porte ouverte à des tonnes de choses. Je pense que j'ai encore 2 petits chapitres et puis je vais conclure. Une composante nouvelle à apporter au corpus explicatif de l'évolution, c'est ce qu'on appelle la sélection multiniveau. Parce que certains très avantageux peuvent être désavantageux en fonction du niveau auquel on se place. Et ça, c'est une super habitude. Vous connaissez ces bestioles-là, hein, vous avez tous déjà vu ça sur des étangs, les fameux géris. Il y a des mâles, ce sont des salopios, ils sont super agressifs. Alors, oui, non, mais les femelles, je ne vais pas faire de questions de genre ici, mais les femelles ne sont pas contentes avec ces mâles-là. Mais ces mâles-là, comme ils sont super agressifs, ils font boum boum à fond, et eux, ils ont un super fitness, donc un super succès reproducteur. Mais ça a comme conséquence que la population a une fitness qui diminue. Parce que ces cocos-là, ils mettent le bazar dans... Les bagarreurs dans une cour de récré, il faut essayer de les éviter. Ils sont peut-être très forts, ils vont peut-être piquer tous vos 10 heures et vos tartines, mais pour le climat en classe, c'est pas top. Ici, c'est la même chose. Donc il y a certaines choses qui vont favoriser le fitness, le succès reproducteur à l'échelle individuelle, et d'autres à l'échelle du groupe. Certaines aussi au sein du groupe, ou bien en intergroupe, quand il y a des groupes qui sont en compétition. C'est la même logique avec ce qu'on appelle la sélection de parentèle. Dans les animaux sociaux, comme ceux-ci, ou comme le petit suricate ici, ou bien chez le jet à gorge blanche ici, on a des animaux qui vont ne pas transmettre leurs variations, mais aider à la transmission des variations de leurs cousins, de leurs frères ou de leurs parents. Je dis, mais ça c'est absurde. Enfin, c'est absurde au sens darwinien. Eh bien, pas du tout. La sélection va s'opérer sur le groupe. Alors, il y a une théorie, la théorie d'Hamilton, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais le fait que ces oiseaux-là vont s'occuper à couver, nourrir, etc., des poussins qui ne sont pas les leurs, mais qui sont celles de leurs frères, de leurs sœurs ou de leurs parents, va en fait influencer la transmission de leurs gènes, puisqu'ils sont apparentés. C'est une manière de recentrer les choses sur le gène. Et donc la sélection s'opère sur quoi? Sur un phénotype, oui, le phénotype communautaire, le phénotype social, le phénotype coopératif. Et d'ailleurs, dans le monde vivant, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, la struggle for life, lutte pour la vie, on a beaucoup plus de phénomènes collaboratifs que compétitifs. Alors bien sûr, on voit le lion qui attaque le buffle, et ça émeut tout le monde au jardin extraordinaire, mais la biologie est d'abord une question de symbiose, d'interaction positive et coopérative. La dernière pièce au puzzle, avant que je ne reformalise la théorie de l'évolution avec ses apports, c'est ce qu'on appelle la construction de niche. Vous devinez ce que c'est ici, hein? Il y a un vilain castor qui s'est installé. Alors, dans la rivière, près de chez moi, il y a des castors et on a envie de les envoyer bouler, parce que quand ils font ça, déjà qu'on a été inondé en 2021, mais avec ça rigole pas. En fait, les populations animales et végétales, les espèces vivantes, influencent l'environnement, changent, détruisent, modifient l'environnement. On est d'accord? Le meilleur exemple, c'est ça. Hein? Et donc, là, on peut déterminer, on peut conceptualiser une série de niveaux d'hérédité. L'hérédité génétique, de l'hérédité culturelle, et culturelle au sens large, hein, c'est-à-dire les habitudes chez les animaux. Et puis, l'hérédité écologique. Et c'est l'évolution de l'environnement, c'est l'évolution, parce que tout d'un coup il fait chaud, il fait moins chaud, on a le météorite qui est tombé là sur la tête des dinosaures, mais cet environnement est lui-même modifié, et parfois à très grande échelle. Le meilleur exemple, c'est l'apparition de l'oxygène sur Terre, qui est apparu, je ne sais plus, à 1 milliard et des poussières d'années, je ne connais plus la date exactement, il y a sûrement quelqu'un dans l'Assemblée qui le sait, mais c'est un changement écologique qui vient du vivant. L'oxygène que l'on respire aujourd'hui, il vient du vivant. Donc, il faut intégrer toutes ces histoires-là. Donc, je vais revenir, pour conclure, à l'explication évolutionniste. Le problème, c'est que l'explication de la synthèse moderne, du néo-darwinisme d'avant l'an 2000, c'est que cette explication élude d'importants phénomènes évolutifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter au bac, mais qu'il faut le compléter, il faut l'étendre. Donc, le corpus évolutif néo-darwinien,
qui est la synthèse moderne, disait « Les variations phénotypiques ont une origine génétique ». Je vous ai présenté des situations où ce n'est pas le cas. Le changement phénotypique est graduel. Ça, c'était une hypothèse qui a été battue en brèche, mais je n'ai pas vraiment insisté là-dessus. L'héritage est génétique. La macroévolution, c'est des petits sauts. La sélection naturelle est la seule explication pour l'adaptation. La sélection naturelle représente le seul facteur directionnel en évolution. L'explication évolutionniste repose sur la dimension populationnelle. Ce que je vous ai raconté, en parlant d'hérédité épigénétique, d'hérédité inclusive, en parlant de la canalisation de ces réseaux, de la biologie du développement, tous ces trucs-là ne cadrent pas avec cette explication-là. Donc il faut élargir l'explication. Donc, est-ce qu'il faut repenser la biologie évolutive? The answer is yes. Certains disent non parce que c'est des changements à la marche. Ce ne sont pas des changements à la marche. On ne détruit pas le corpus darwinien, fondamentalement, mais on doit l'étendre. Et c'est ce qu'appellent ces deux auteurs-là, qui sont vraiment les porteurs de cette nouvelle synthèse qu'on appelle la extended synthesis. Et ce qu'ils racontent, c'est que l'évolution génétique seule est insuffisante pour apporter une explication causale des phénomènes évolutifs, puisqu'il y en a qui sont non génétiques, il y en a qui sont culturels, il y a des retours sur l'environnement, etc., etc. Et donc le schéma qu'on va privilégier aujourd'hui, ça c'est l'ancienne version, la version néo-darwinienne des années 60-70, des populations de phénotypes qui dépendent strictement des génotypes et qui font l'objet d'une sélection, hérédité génétique, nouvelle phénotype, c'est l'enrichissement des phénotypes en fonction de la distribution des variations. On va prendre ce schéma et on va rajouter une série de choses, la construction de niches, la sélection multiniveau, l'hérédité culturelle ou comportementale, l'hérédité écologique, culturelle était ici, l'hérédité épigénétique. Et tout ça ensemble contribue. Donc on doit enrichir le corpus explicatif évolutif. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on a vu ensemble, le développement joue un rôle canalisateur. C'est-à-dire que la relation du génotype au phénotype n'est pas une simple injection de A implique B implique C. Toutes les solutions phénotypiques n'existent pas. Le réseau a une topologie qui amène un phénotype 1 ou un phénotype 2. Plusieurs modes de transmission phénotypique existent. C'est la plasticité phénotypique, c'est l'hérédité non génétique, ce que j'ai dit, l'hérédité épigénétique. La sélection naturelle n'est pas la seule voie entraînant des changements dans la distribution des allèles. C'est pas uniquement, ça peut être la plasticité puis la stabilisation de changements génétiques. Et la causalité n'est pas unidirectionnelle de l'environnement en termes de sélection vers les populations et la distribution des allèles, puisque les populations ont un effet sur l'environnement et tous les biotopes. Et donc, la conclusion la plus forte des collègues qui soutiennent l'idée qu'il faut étendre la synthèse, la conclusion la plus forte par rapport à l'explication darwinienne, c'est que la sélection naturelle n'a pas pour effet premier d'éliminer le moins apte, l'élimination des plus faibles. Non. La sélection naturelle a d'abord de moduler le potentiel générateur des systèmes. On doit absolument comprendre la biologie sur une base systémique et ce que ces systèmes peuvent donner comme forme. Alors bien sûr, la sélection entraîne l'élimination du unfit, ceux qui ne savent pas se reproduire parce qu'ils sont stériles, ben oui d'accord, mais ce n'est pas ça l'effet premier de la sélection. Et donc on en arrive à mes deux dernières dias. Ceci explique, ça c'est le rond qui explique ce que Darwin a écrit. On a dit évolution par la descendance avec variation, puis sélection naturelle. À cela, on a ajouté tout ce qui est la biologie moléculaire, la génétique qu'on a développée au cours du XXe siècle. Et puis, les biologistes très fortement génocentrés, et c'est ça l'erreur qui a été commise à l'horizon des années 70-80, c'est que les néo-darwiniens, les tenants de la synthèse moderne, ont dit l'hérédité, ce n'est que de l'ADN, ce n'est que de la sélection au niveau génétique, et le génome est isolé. Non, non. Et ce qui était indiqué en rouge, en orange et en vert, aujourd'hui on dit il y a de l'hérédité qui est non génétique, on a de la sélection qui est multiniveau, on a une interaction entre le génome qui évolue et l'environnement avec des retours. Et donc ces explications-là, qui tient compte de ce qu'on a évoqué, la plasticité, qui tient compte de la niche, d'autres concepts que je n'ai pas visités avec vous, mais ça, c'est la version intégrée aujourd'hui. Et ça m'amène à revenir à une chose, et ce sera ma conclusion. Si vous prenez des biologistes aujourd'hui, et il y en a dans la salle,
On va leur demander de venir tour à tour et de vous définir ce que c'est qu'un gène. Moi, mes étudiants qui sont en Master 2, en 5e année, quand ils arrivent en sortant de réto, ils savent ce que c'est qu'un gène. Et après 5 années d'études, ils ne savent plus. Mais pourquoi? Parce que vous avez vu qu'une séquence d'ADN peut intervenir dans plein de choses. Donc, c'est quoi? Et puis les promoteurs et les séquences de régulation qui sont à des centaines de milliers de bases et qui influencent, ça fait partie du gène. Si je mute ça, le gène ne marche pas. On doit peut-être revenir à la définition de Johansen de 1909, qui qualifiait de gène, c'est un concept formel, qui est simplement une unité d'hérédité. Et Dennis Noble, qui est un gars que j'apprécie assez bien, il propose, alors, ici, la biologie moléculaire génocentrée disait le gène, c'est de l'ADN, tandis que ce qui influence l'hérédité au sens de la définition de Johansen 1909 du gène, c'est tout ce qui va influencer le phénotype et qui implique les réseaux, je vous ai parlé de réseaux, qui impliquent la relation avec l'environnement. Et donc on n'a pas une injection directe. L'ADN, le gène égoïste de Dawkins, entraîne le phénotype. Non. L'ADN, en interaction avec l'effet canalisateur des réseaux et en interaction avec l'environnement, c'est ça qui va donner le phénotype. Et c'est ça la révision de l'explication évolutionniste qu'on opère aujourd'hui, en 2020-2025. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, René. Je vois que tu es à nouveau très proche de la philosophie, parce que là aussi, quand on arrive, on pense savoir, et à la fin, on sait juste qu'on ne sait plus rien. Ou pas grand-chose, oui. Je ne doute pas qu'il y a de nombreuses questions ou envie de réagir malgré le fait que ton explication était extrêmement claire. Qui se lance? Il est tard aussi. Non. Ah. Voilà. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé très vivant. En parlant d'évolution, c'est bien parlé. Moi, je ne comprends pas très bien comment fonctionne le mécanisme d'hérédité épigénétique. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Comment ça marche d'un point de vue mécanistique? En fait, je peux faire un dessin au tableau. On peut, avec la craie comme dans le temps, quoi. Non, c'est vrai? Non, non. Non, non, c'est une charnière. Bon. Ça, c'est... Je dessine très mal, hein. Bon. Ça, c'est les 2 brins d'ADN. Okay. Alors, sur les nucléotides cytosine, je vais avoir un groupement méthyle. Et en face, je vais avoir un groupement méthyle. Cet ADN va être répliqué. Autrement dit, on va séparer les 2 brins et on va synthétiser son petit frère. Boum. Mais ici, j'avais une modification. Et ici, j'avais une modification. Il y a une machinerie qui va rajouter au bon endroit ça. Donc les modifications sont héritables parce que quand on réplique l'ADN, on réplique les modifications en même temps. Et c'est vrai aussi, quand on réplique une zone de chromatine avec ces protéines qui sont associées et qui sont modifiées, ces modifications aussi communiquent, on va dire, l'une l'autre et elles sont reproduites. C'est d'ailleurs très important votre question, c'est ce qui assure que de division cellulaire en division cellulaire, les cellules, je mets des gros guillemets, se souviennent d'où elles viennent et ce qu'elles doivent donner. Quand vous avez une cellule embryonnaire qui va devoir donner une cellule musculaire, quand on est dans la voie de différenciation qui va vers le muscle, on va passer par le myoblaste et puis le myotube et puis finalement, il faut que la cellule qui est au myoblaste, elle sait qu'elle doit donner du muscle. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire dans les voies de différenciation cellulaire. Merci pour l'exposé, vraiment très intéressant. Pour continuer la question de monsieur, je voulais savoir s'il y avait des mutations épigénétiques. Oui, c'est ce qu'on appelle les épimutations. Et donc ça veut dire qu'on pourrait avoir, et c'est ce qui se passe,
dans les cancers typiquement, à un moment donné, ben, ceci foire, et puis je ne reproduis pas, et puis à la fois suivante, j'ai des ADN qui n'ont plus la méthylation. L'absence de méthylation ici, c'est ce qu'on va appeler une épimutation. Donc, dans les génomes, typiquement dans les cellules cancéreuses, c'est massif, ça. Des changements épigénétiques qui sont pas normaux, qui sont effectivement des épimutations. Alors, on les explique de différentes manières. Ça peut être, en fait, la conséquence de dérégulation des enzymes, donc des protéines, qui rajoutent ça. Et ces enzymes peuvent être trop actives ou trop peu actives, et c'est ce qui entraîne qu'on va avoir trop de ces modifications ou pas assez de ces modifications. Et en particulier, lorsqu'on en a trop peu, ça ressemble très fort à des cellules indifférenciées, comme des cellules souches d'un embryon, qui sont des cellules qui se divisent à fond, qui sont immortelles. Et en fait, comprendre les phénomènes cancéreux, c'est très souvent essayer de comprendre des phénomènes développementaux. Mais donc des épimutations, oui, ça existe, bien sûr. Est-ce qu'il y a des maladies comme les troubles mentaux pour lesquels l'épigénétique joue davantage que pour les maladies physiques? Alors, là, je m'aventure sur un terrain que je ne connais pas, hein, mais je fais le pari que oui, en fait, parce que très clairement, on sait que, en fait, votre cerveau, c'est au départ une terre vierge, et qu'il faut utiliser pour qu'elle marche. Hein, vous connaissez l'histoire du chat dont on bande les yeux, après 10 jours, si on lui retire le bandeau, il sera toujours aveugle. Donc il faut utiliser les neurones. C'est très important d'utiliser son cerveau dès son plus jeune âge. Bon. Mais on sait que l'utilisation des neurones, de certaines zones du cerveau, vont entraîner des modifications épigénétiques. Donc par exemple, je fais une pirouette pour répondre à ta question, hein, mais quelque part ça y répond un peu. Quand vous prenez chez les souris des bonnes mamans, des mamans qui sont bonnes pour leurs petits, c'est-à-dire qu'elles s'en occupent bien, elles les lèchent, elles les dorlotent, ça va modifier l'épigénome d'une région du cerveau qui est l'hippocampe, qui fait que le petit deviendra à son tour une bonne maman. Et donc, il y a une sorte d'héritage non génétique, qui est quelque part, je mets des grands guillemets, culturel, c'est-à-dire que c'est le comportement de la maman qui va influencer le comportement du petit par des changements épigénétiques. Donc, des changements épigénétiques comme ça dans le cerveau, c'est sûr qu'il y en a. Typiquement, hein, le pianiste, j'ai deux mains gauches. Bon, quand on apprend à conduire, toute une série de choses qui sont automatiques. Le pianiste, il est très fort. Bon, c'est associé, ça doit être associé à des changements de topologie des réseaux de neurones, mais je fais le pari, en tout cas pour les exemples que je connais, c'est associé aussi à des changements épigénétiques. Quant à répondre à la question, est-ce que des changements épigénétiques sont à l'origine de troubles neurologiques, je fais le pari que oui. Je n'ai pas une réponse ferme parce que ce n'est pas mon champ d'expertise, mais n'oublions pas qu'il faut toujours prendre en considération l'interaction entre l'environnement et les individus, l'interaction entre nous, l'environnement, notre cerveau, l'épigénome de nos neurones et le génome de nos neurones. Donc il y a des situations. Le gène sur lequel moi je travaille, on sait que quand il est muté, ça peut provoquer des troubles de type autistique, c'est purement génétique dans ce cas-là. Mais on peut très bien imaginer que des changements épigénétiques du gène que j'étudie vont avoir le même phénotype, par exemple trouble autistique. Donc je fais le pari que oui, mais je ne peux pas être plus précis que ça. Merci. Merci. Que faut-il entendre par le gène égoïste de Richard Dawkins que vous avez cité? Oui. Alors, bon, l'idée... Bon, pour moi, cette phrase, le gène égoïste, c'est provocateur. Mais l'idée qui est sous-jacente, c'est que le but de la vie, c'est la réplication des gènes. C'est-à-dire, c'est un pool génétique qu'il faut reproduire. Et nous, notre soma, on n'est juste que les dépositaires de gènes qu'on transmet à nos générations d'après. Donc, le gène est égoïste parce qu'il s'en fout, si je puis dire, et que le gène est une unité d'hérédité et que son but est de passer à la génération d'après. Mais c'est une métaphore, lui-même d'ailleurs a accepté l'idée qu'en écrivant son bouquin, il allait secouer le cocotier. Mais il avait une vision extrêmement génocentrée de la biologie, c'est-à-dire que fondamentalement, tout devait avoir à un moment donné ou à un autre une explication génétique, et que ce qui est sélectionné, en sélectionnant un phénotype, on sélectionne un génotype, et que c'est donc le gène qui doit être répliqué de génération en génération.
Les choses sont moins simples aujourd'hui parce que la relation entre gène et phénotype n'est vraiment pas claire. N'est vraiment pas claire parce que, comme je l'ai illustré dans une série d'exemples, identifier le gène qui vous empêchera d'avoir de l'ostéoporose, etc., c'est un leurre. Voilà, mais donc l'idée c'est, en biologie, le but c'est la transmission du gène au sens générique du terme. C'est ça que soutient l'expression le gène égoïste chez Dawkins. Maintenant, on connaît des gènes qui ont l'air d'être égoïstes, c'est des gènes, on dit tiens, mais ils servent à rien, etc. Bon, c'était les transposons, mais en fait, plus on les étudie, plus on se rend compte qu'ils ont des fonctions qui sont intégrées dans la biologie systémique. Donc, le gène pris isolément ou le gène paradigmatique pris isolément, c'est un objet mental. Hein. Bonjour, tout d'abord un énorme merci pour votre conférence, on n'ose pas dire conférence tellement, comme l'a dit mon collègue, c'est vivant et puis surtout ça donne envie de savoir. C'est pour ça qu'un béotien en matière de biologie comme moi ose malgré tout vous poser une question. Alors, mon terrain d'aventure scientifique, c'est le langage. Et j'ai cru reconnaître dans certaines de vos réflexions à propos des difficultés du lien entre génotype et phénotype, une situation que j'ai rencontrée. Alors, voilà, vers la fin du dernier siècle, ça devait être en 98 ou en 99, on a décrit une altération bizarre du langage dans une famille londonienne. Bizarre au sens où il y avait au sein de cette famille une grande prévalence du trouble, une grande similarité entre les tableaux cliniques, et puis voilà, on a trouvé que certains membres de la famille qui présentaient cette disons, difficulté de langage, eh bien, ils étaient caractérisés par le fait qu'ils n'avaient pas le gène, disait-on, FOXP2. Ah oui, c'est connu. Alors, voilà, ça a fait l'objet de traînées de poudre, et en particulier dans de la littérature se voulant vulgarisante. Et puis, personnellement, j'ai vu disparaître la popularité de ce gène, ce qui ne m'a pas trop étonné, parce qu'en disant qu'on avait découvert le lien du langage, il faut quand même prendre la pleine mesure de la complexité du langage lui-même. Donc, il y a eu des tas de définitions qui sont contredites au fur et à mesure de ce qu'on entendait par langage. Et puis, finalement, ce lien qu'on avait cru très, très proche, très ferme, il me donne un peu l'impression de s'être dissous au vent des ouèdes. Mais finalement, est-ce que c'était un rêve que d'aucuns ont fait, ou bien est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là derrière? Alors, pour le cas de FOXP2, l'affaire est assez claire, mais c'est souvent comme ça. On identifie un gène qui, lorsqu'il mutait, entraîne un phénotype, et on croit que c'est simple. Et évidemment, on dit c'est le gène du langage. Donc ça, c'est évidemment non-sens, ce qui ne veut pas dire pour autant que FOXP2 n'ait pas un rôle à jouer dans la structuration des aires du langage. Alors je sais plus si c'est dans l'aire de Broca ou l'aire de Wernicke que c'est exprimé, dans les deux, voilà. Et c'est particulièrement intéressant parce que quand on voit des animaux qui ne sont pas dotés de langage comme les chimpanzés, ces aires-là, évidemment, sont plus petites et ce gène n'est pas exprimé, ou beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins. Donc, que le gène FOXP2 soit important pour la mise en place de certaines aires du cerveau associées au langage, je suis prêt à le croire. Quant à dire que c'est le gène du langage, c'est pas parce qu'il est contributif qu'il est seul contributif, et ce n'est pas parce qu'il est contributif qu'on doit effacer toute la complexité de la mise en place. Indépendamment du fait que si il y a bien des gènes qui sont importants pour la mise en place des différentes aires du cerveau, c'est quand même l'utilisation du cerveau qui va faire qu'il fonctionne. Une expérience qu'on a faite, je sors un peu du cadre de la réponse, mais au début des années 2000, il y avait toute une polémique pour savoir si on s'amusait à prendre les voies de la vue qui se jettent ici au niveau de l'occiput, on le tape ici dans le pariétal ou le temporal, où on entend en principe. Si on déviait les yeux vers ça, en allumant un briquet, est-ce qu'on entendrait du bruit? Tout le monde dit, ben oui, c'est logique. Bien, l'expérience a été faite sur des furets. On a opéré, donc on a coupé le corps calleux. On avait 2 demi-cerveaux. Il y a un demi-cerveau qui a été opéré, l'autre n'a pas été opéré. On a changé les voies neurales de la vision vers l'audition et de l'audition vers la vision. On a fait l'expérience. On a conditionné le furet avec le cerveau qui était normal. Et on s'est rendu compte que le cerveau opéré répondait de la même manière. Ça veut dire qu'avec ce cortex-là,
il voyait. Et avec ce cortex-là, il l'entendait. Et quand on a fait l'histologie de ces cerveaux, on s'est rendu compte que le cortex occipital avait pris la structuration architectonique d'un cortex temporal et vice-versa. C'est donc l'utilisation du cerveau qui fait que... Donc, le FOXP2, comme étant le gène du langage, non, il est contributif, oui. Voilà. Je me joins en tout cas aux remerciements. Merci, mais dites, vous êtes trop gentil. C'était incroyable, c'est un brillant exposé de l'évolution. C'est pas un sujet facile pour le connaître aussi. Donc amener toutes ces couches successives avec en plus de l'humour, et c'est vraiment brillant. Donc, moi j'en félicitations pour ça, c'est assez génial. Et je me permets de saisir la perche que vous nous avez tendue un moment en proposant des exemples potentiels d'impact épigénétique sur le phénotype de certaines populations. j'avais déjà entendu des descendants de camps de concentration. Oui. Alors, l'exemple qui est le plus cité, le plus connu dans la littérature, je ne connais pas vraiment le détail, mais c'est cette famine années 50 aux Pays-Bas, qui a entraîné en fait une vague d'obésité chez les petits. C'est-à-dire qu'il y a eu un conditionnement, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique ou syndrome X. Il y a eu un conditionnement durant la vie fétale qui fait qu'en carence alimentaire, et ça se reproduit, hein, c'est des choses qu'on comprend bien maintenant, la carence alimentaire pendant la période fétale entraîne un conditionnement à essayer d'assimiler, et c'est associé à des changements épigénétiques. Et ce qui fait que voilà, donc la carence alimentaire durant la grossesse entraîne un excès de prise de réserve. Et c'est de nouveau, voilà, à l'échelle populationnelle, chez l'homme, des conséquences de modification de l'épigénome. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Je crois que mes cours de biologie vont un peu changer maintenant que je vous ai écouté. Mais je suis un peu choquée par tout ce qu'on fait aux animaux, faire pousser des pattes aux serpents, faire retirer leurs pattes aux souris, chipoter au cerveau du furet. On ne les fait pas vivre. Enfin, je ne sais pas où ça s'arrête, quelle est la limite éthique. Tout à fait. Alors, les choses sont très claires. Il est évident que toutes ces expériences-là, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, sont soumises à l'approbation du comité d'éthique. Il est clair aussi qu'on ne s'amuse pas à faire des expériences sur... Alors, bon, la plupart du temps, en embryologie, il n'y a pas d'expérience sur l'animal. Hein. C'est des mutations, certaines d'ailleurs apparaissent spontanément, et on étudie ça en sacrifiant des portées, par exemple. Donc, il n'y a pas d'expérience sur l'animal dans ce cas-ci en particulier. Mais effectivement, les comités d'éthique évoluent. Moi, je suis soumis à des comités d'éthique complètement. Moi, je ne fais pas d'expérience sur l'animal. Par contre, j'étudie des mutations qui sont les équivalents souris de ce qu'on observe en milieu clinique, parce qu'on a besoin de modèles expérimentaux. Mais soyons clairs, on va épuiser les méthodes alternatives au maximum. C'est ce qui nous est imposé par la loi, et c'est ce qui, clairement, dans le chef de moi et de mes collègues, nous habite. Tout ce qu'on peut faire in vitro, on va le faire in vitro. On fait pousser des cerveaux in vitro aujourd'hui, hein, on fait des organoïdes de cerveau, mais le problème, c'est que ces organoïdes-là, c'est des cerveaux qui ne perçoivent rien. Donc, il est impossible de faire de la neurophysio sur des... Voilà. Donc, ça va venir, hein, les alternatives in vitro de plus en plus, et les comités d'éthique sont tous de plus en plus sévères, et pour de très bonnes raisons. Les réglementations européennes sont de plus en plus sévères. La région wallonne essaye d'être encore plus sévère que ce que l'Europe nous impose, ce qui est pas mal. Mais donc, on ne fait pas tout et n'importe quoi, et on ne le fait certainement pas pour le plaisir. Mais à un moment donné, il faut faire des choix, et ce sont des choix stratégiques. Alors, typiquement, aujourd'hui, en neurobiologie humaine, si vous voulez étudier les conséquences de certaines mutations sur l'absence de circonvolution dans le cortex, on ne va jamais faire ça sur un animal. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que l'animal est un mauvais... Quels que soient les animaux que vous preniez, ce seront des mauvais modèles de la neurogenèse humaine qui est typique. Donc, il faut faire confiance quand même au minimum de sagesse que les scientifiques peuvent déployer pour choisir de manière la plus parcimonieuse possible. D'ailleurs, on est soumis à des contrôles statistiques, etc., la plus parcimonieuse possible pour dire, OK, il y a un intérêt à développer une recherche là-dessus, mais les alternatives à l'expérimentation animale, elles sont de plus en plus pléthoriques et elles sont de plus en plus utilisées. Et quand bien même, à titre personnel, je m'en foutrais, ce qui n'est pas le cas, soyons clairs, ne fût-ce que pour ce que ça coûte au labo, hein, si on ne fait qu'attention à ce que coûtent les expériences, une culture cellulaire, ça coûte quand même moins cher. Mais donc, bon, c'est évidemment un large débat. Moi, je suis également professeur d'éthique dans les sciences et les techniques. C'est des sujets que j'aborde avec mes étudiants, parce qu'il faut évidemment savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, ce que l'on souhaite faire, et quel est le choix de société qui accompagne ce type d'études. Parce qu'on peut très bien décider
qu'à partir d'aujourd'hui, on va tester tous les médicaments directement sur les humains. Enfin, on peut décider ça, mais je pense que la contrainte éthique sera plus forte que de les tester d'abord sur des cohortes qui sont contingentées, qui sont comptées, qui sont suivies de rats ou de souris. Mais donc, voilà, les histoires de pattes de serpent, ça date d'il y a 25 ans. On pourrait le refaire aujourd'hui. Ceci dit, ce sont les embryons. Hein, donc, en fait, à ces stades de développement-là, le système nerveux fonctionne de manière complètement végétative, donc il n'y a pas de souffrance ni quoi que ce soit. La majorité de l'expériences qu'on fait sur l'animal en développement, tant que c'est un peu le même débat qu'il y a autour de l'interruption volontaire de grossesse, hein, à partir de quel moment on considère qu'on a affaire à un individu qui est susceptible de souffrir, etc. Les critères qui sont imposés dans l'expérimentation animale sont les critères qui sont typiquement associés à la souffrance. Quand un animal est susceptible de souffrir, toutes les espèces animales susceptibles de souffrir, donc les pieuvres, les poissons, les reptiles, etc., il y a un comité d'éthique. Si vous travaillez sur une mouche, il n'y a pas de comité d'éthique. Il y a de la douleur, il n'y a pas de souffrance. Et ça, c'est relativement bien décrypté maintenant par les biologistes du comportement, quoi. Voilà. Comme les chanteuses, d'accord. Oui, merci aussi, comme tout le monde, pour ce bel exposé. C'était vraiment intéressant et ça fait aussi vibrer l'imagination. Moi, je suis en train de me dire, on va droit vers un changement climatique qui risque d'être assez violent, à tout point de vue. Est-ce qu'il y a déjà, chez les chercheurs, des hypothèses de modification sur l'espèce humaine que ça pourrait entraîner? C'est intéressant, parce que dans le cours d'éthique, donc aujourd'hui, on peut modifier le génome comme on veut. On pourrait modifier le génome humain comme on veut. On le fait dans des perspectives biomédicales et donc pas sur un génome qui va être transmis à la descendance. Mais il y a des gens qui disent, mais on pourrait très bien modifier le génome des humains pour qu'ils tiennent le coup à une augmentation de température. Donc, c'est une course en avant, hein, c'est complètement stupide, évidemment. Mais donc, non, c'est très difficile de prédire. En fait, le caractère prédictif en théorie de l'évolution, c'est extrêmement compliqué, parce que le réchauffement climatique, c'est une des composantes des choses qui changent dans notre environnement aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses, et ces choses sont en interaction. Et quels sont les gènes qui vont nous aider à thermoréguler ou éventuellement à mieux dormir quand il fait trop chaud et de mieux résister? En fait, on est dans une complexité d'interaction parce que qu'est-ce qui va nous faire souffrir? C'est l'augmentation de température ou c'est le fait qu'on va avoir des moustiques anopheles en Belgique? Donc tous ces trucs-là sont en interaction. Donc venir avec des prédictions, c'est jouer à Madame Soleil. Mais il est clair que les espèces vivantes, d'une manière générale, vont s'adapter. Alors la première adaptation que l'on voit déjà, alors ce n'est pas dans le cas de l'humain, parce que l'humain il est partout, mais c'est le changement de distribution biogéographique de certaines espèces, de plantes et d'animaux. On fait du vin rouge maintenant en Val-de-Meuse. Tout ça est associé à cela. Donc des changements, il va y en avoir, des changements de distribution géographique, des mutations qui vont probablement être associées à un meilleur succès reproducteur. Quant à déterminer lesquels, on est à un niveau de complexité qui est trop élevé. Mais alors bon, l'espèce humaine, oui, elle continue à évoluer, ça c'est évident, mais c'est une drôle d'espèce quand même, hein, l'espèce humaine. C'est quand même une espèce animale hyper invasive. Hein, je veux dire, il n'y a aucune forme de vie qui est à ce point invasive, qui change tous les environnements. Le réchauffement climatique n'est qu'un aspect qui, à mon avis, est mineur par rapport au reste. Pollution. Écoutez, j'ai un copain qui est au CHU à Charleroi, là. Il travaille en cardiovasculaire. Il étudie les plaques athéromateuses. Hein. Vous voyez ce que c'est que les trucs qui bougent vos coronaires. Il n'y en a pas une seule dans les salles d'op qui ne sont pas contaminées par des microplastiques. Hein. Tout est contaminé par des microplastiques. Le réchauffement climatique, bien sûr, ça peut nous effrayer, mais la pollution par les métaux et le plastique, etc., c'est un autre... Il n'y a pas une seule bête que vous allez chercher dans les fonds marins qui n'a pas des... Vos holoturies, là, ils ont des microplastiques. Hein, voilà. À 10 000 mètres de fond, à 5 000 km des côtes. Bon, je ne dis pas ça pour réjouir l'audience ici. Mais donc, donc, soyons clairs. L'espèce humaine va disparaître. Elle a failli disparaître il y a 120 000 ans. Hein, ça, c'est une certitude. Enfin, c'est une certitude. C'est une bonne inférence, mais c'est une certitude qu'elle va disparaître. Toutes les espèces ont une certaine longévité. Mais la vie va continuer, elle va changer. On fait disparaître une bonne part de la biodiversité, et il y a d'autres espèces qui vont prendre leur place. Mais quant à prédire comment, quels sont les avantages, dans quel sens nous allons évoluer, c'est Madame Soleil.
Un très très grand merci à René. Je ne doute pas que si vraiment vous ne pourriez pas dormir suite à une question, il acceptera hors micro d'y répondre. Je vous remercie encore pour votre présence. Merci à vous tous.